Ricefield, une petite ville au cœur de l'Alabama, a toujours semblé être un endroit paisible, avec ses rues étroites bordées de vieux chênes, ses maisons en bois avec des porches et la cloche de l'église locale qui sonne tous les dimanches de matin. Il semblait que rien de mal ne pouvait arriver ici. Les gens vivaient de manière mesurée, se connaissaient dit par leur nom, se rencontraient lors des foires et célébraient les fêtes ensemble. Mais sous cette mince enveloppe d'harmonie se cachait quelque chose de plus sinistre. Le shérif Harold Blake était un pilier de cette communauté. Au cours de ses 62 années de vie, il était devenu un symbole de la loi et de l'ordre. Son visage, avec ses cheveux gris bien taillés et son sourire bon enfant, était connu de tous les habitants. Personne ne posait de questions lorsqu'il intervenait avec assurance dans les conflits, promettait une protection ou donnait des conférences aux jeunes. Mais ceux qui le voyaient dans la nuit disaient comme que son regard leur donnait froid, même par les journées les plus chaudes. À l'extérieur, Harold était l'incarnation de l'honnêteté, mais sa maison, située à la périphérie de la ville, derrière une forêt dense, renfermait de sombres secrets. C'est là, à l'abri des regards indiscrets, que commence sa vraie vie. On disait qu'il n'aimait pas les visiteurs, mais ses portes n'étaient jamais fermées. Les adolescents de la région évitaient de la maison, affirmant entendre des sons étranges provenant de l'intérieur, des cris, des sanglots, qu'ils soient humains ou animaux. Lorsque le corps de Ben Harris, 15 ans, a été découvert un jour sur le bord de l'autoroute, personne n'aurait pu imaginer que ce serait le début d'une série d'événements qui allait changer Ricefield à jamais. Ben avait disparu tard dans la nuit, alors qu'il rentrait chez lui, après avoir fait des courses. Sa mère a signalé sa disparition au poste de police quelques heures plus tard, et Harold a immédiatement entamé des recherches, promettant qu'il retrouverait le garçon. Le lendemain matin, son corps a été retrouvé, mutilé, avec de nombreuses coupures, laissé comme un trophée au bord de la route. Harold, comme toujours, prend l'affaire en main. Il organise des réunions et fait des discours, promettant de traduire les responsables en justice. Mais tout cela n'est aucun écran. La véritable histoire de ce qui est arrivé à Ben reste cachée. Et ce n'était pas la première victime. C'est juste que personne ne s'en était rendu compte avant. Après la découverte du corps de Ben Harris, Ricefield n'était plus un endroit aussi paisible. Les disparitions, qui semblaient auparavant rares et aléatoires, suscitaient désormais l'inquiétude générale. Les gens commençaient à verrouiller leurs portes, même pendant la journée, et les enfants ne se promenaient plus dans les cours. Les adultes évitent les rues désertes, et chaque regard qui s'attarde sur un passant commence à ressembler à une suspicion silencieuse. Le shérif Harold Blake prend personnellement en main l'enquête. Il organise des réunions au cours desquelles il parle de rassemblement et de vigilance. L'assurance de ses paroles rassure temporairement les habitants, mais il reste un détail imperceptible qui met les gens mal à l'aise en sa présence. Ceux qui ont remarqué quelque chose de bizarre chez Harold préfèrent se taire. Son influence est trop grande. Cependant, la disparition de Ben n'est pas la première. Au cours des 2 dernières années, 7 personnes avaient disparu à Ricefield. Parmi elles, des adolescents, des jeunes femmes et même un homme qui serait parti à la recherche d'un travail. Harold a attribué ces disparitions à des causes naturelles, fugues, déménagements, ruptures sentimentales. Mais aucun des hommes disparus n'est revenu, et aucune de ces affaires n'a pu être résolue. L'histoire de Susan Collins, 17 ans, est particulièrement tragique. Elle a disparu alors qu'elle rentrait d'une fête. Harold a assuré à ses parents qu'elle avait probablement décidé de s'enfuir avec un jeune homme dont elle ne voulait pas parler. Cependant, les amis de la jeune fille ont affirmé qu'elle n'était pas en couple et que la disparition ne ressemblait en rien à une fugue. Les parents de Suzanne ont essayé de demander de l'aide à la police d'autres villes,
mais leurs efforts ont été rapidement contrecarrés. Une nuit, une voiture de patrouille a encerclé la maison des Collins. Les officiers, suivant les ordres d'Harold, ont déclaré qu'ils vérifiaient toute activité suspecte dans le voisinage. Mais cette visite avait plutôt valeur d'avertissement. Quelques 2 jours plus tard, le garage de la famille prend feu, détruisant tous les effets personnels de Suzanne, susceptibles de faire la lumière sur sa disparition. L'incendie a été déclaré accidentel, mais les parents de la jeune fille savaient donc qu'il s'agissait d'un signal silencieux, leur enjoignant de se taire. Rien de tout cela n'est passé inaperçu. Un jeune officier nommé Mark Elliott commence à remarquer des bizarreries dans les actions du shérif. Dans le cas de Ben Harris, le rapport d'Harold semble trop hâtif. L'heure du décès ne correspond pas à l'heure de la disparition, et les marques de corde sur les poignets du garçon n'ont pas du tout été mentionnées lors de la conférence de presse. Mark tente de discuter de ses doutes avec les autres officiers de police, mais il est rapidement interrompu. L'un des officiers supérieurs lui jette un regard dur et lui dit qu'il vaut mieux garder ses opinions pour lui s'il veut conserver son emploi. Mark sentait que quelque chose de sombre, d'invisible, imprégnait cette ville. Il ne sait pas encore que sa propre vie est en danger. Mark Elliott ne peut se défaire du sentiment troublant que quelque chose de bien plus grave qu'un simple meurtre est lié à l'affaire Ben Harris. Ses soupçons grandissent de jour en jour et il commence à rassembler discrètement des informations. Il étudie d'anciennes affaires de disparition, essayant de trouver un lien entre elles. Cependant, l'accès à de nombreux documents était restreint, et Harold lui-même avait souligné plus d'une fois qu'il valait mieux laisser certaines choses dans le passé. Mark a remarqué que presque toutes les disparitions se produisaient à la périphérie de la ville, près des bois qui entourent Ricefield. Ces lieux étaient également toujours entourés d'une aura de mystère. Les habitants parlent de bruits étranges provenant des profondeurs des arbres, des cris qui ne peuvent être humains et des chuchotements inquiétants provenant du vent. La forêt elle-même semblait effrayer les gens, mais c'est là que le shérif Harold passait beaucoup de temps, souvent ostensiblement en patrouille. La véritable percée s'est produite lorsque Mark a découvert une bizarrerie. Les rapports d'Harold de ces dernières années mentionnaient un groupe de jeunes hommes qu'il avait enrôlés pour aider au travail bénévole dans les bois. Ils n'étaient pas officiellement enregistrés et personne en ville ne savait rien d'eux. Pourtant, ils avaient tous disparu et leur nom n'apparaissait même pas dans les rapports de police. Mark se rend compte qu'il ne peut plus ignorer la situation. Il prend son courage à 2 mains et décide de suivre Harold. Une nuit, alors que le shérif s'enfonçait à nouveau dans les bois, Mark passa inaperçu et le suivit. Il avança dans les fourrés denses, essayant de se tenir le plus loin possible pour ne pas être entendu. Au bord d'une petite clairière, il aperçut une maison qui, pour autant qu'il le sache, ne figurait sur aucune carte. Elle avait l'air délabrée, avec des fenêtres cassées et une façade moussue, mais Mark vit Harold entrer sans hésiter. Mark s'approcha. Par une étroite fente dans le cadre de la fenêtre, il vit le shérif debout au centre de la pièce, faiblement éclairé par une lanterne. Autour de lui se trouvent des objets étranges, des outils rouillés, des chaînes et des barils contenant ce qui ressemble à des produits chimiques. Des cordes et des sangles pendaient le long des murs, et dans un coin se trouvaient des cages métalliques qui, à en juger par les marques, avaient récemment contenu quelque chose ou quelqu'un. Mais le plus effrayant est ce qui se trouve au centre de la pièce, une table tachée de sang, à côté de laquelle se trouvaient des seaux et des outils tranchants, plus adaptés à un boucher qu'à un shérif. Mark sentit un frisson lui parcourir le dos. Il comprit qu'il était tombé sur bien plus qu'une cachette secrète. C'était une salle de torture. Avant qu'il n'ait pu déterminer ce qu'il devait faire, il entendit des pas lourds derrière lui.
Avant qu'il ne puisse se retourner, quelque chose de lourd lui tomba sur la tête et il perdit connaissance. Lorsque Mark s'est réveillé, il était plongé dans l'obscurité. Sa tête bourdonnait et sa bouche était sèche. Il sentit la froideur du métal sur ses poignets et réalisa que ses mains étaient mates et menottées. La seule source de lumière était la faible lanterne, suspendue au-dessus de lui, qui projetait des ombres longues et déformées sur les murs. Il s'assit sur une chaise dans la pièce même qu'il avait vue par la fenêtre. L'air dégageait une lourde odeur de sang, de rouille et de quelque chose de chimique. En face de lui se tenait Harold. Le shérif avait l'air calme, ses mouvements étaient ronds et mesurés, mais il y avait dans ses yeux une lueur prédatrice que Mark n'avait pas remarquée auparavant. Un couteau massif était posé sur la table à côté de lui, ainsi qu'un carnet de notes. Mark sentit la panique commencer à l'étouffer, mais il se força à garder son sang-froid. Harold resta silencieux, étudiant attentivement Mark, comme s'il décidait de ce qu'il allait faire de lui. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était basse et égale, comme celle d'un homme habitué à contrôler totalement une situation. Harold expliqua que Mark avait fait une énorme erreur en essayant d'aller là où il ne fallait pas. Il parle des « lois de la nature », du fait que le faible doit céder au fort. Ces paroles ressemblaient à la confession d'un maniaque, totalement convaincu qu'il avait raison. Mark essaya de demander pourquoi il faisait cela, mais Harold ne le laissa pas terminer. Il ramasse le carnet et le jette aux pieds de Mark. À l'intérieur se trouvaient des notes, des photos et des coupures de journaux qui parlaient de personnes disparues au cours des 10 dernières années. Parmi eux se trouvaient les visages de ceux que Mark avait essayé de retrouver, Susan Collins, Ben Harris et d'autres. Dans les marges des pages, Harold avait pris des notes, des détails sur chacun de ses invités. Ce n'était pas seulement un carnet, mais un trophée qu'il conservait avec fierté. Harold commence à décrire ses emplois. Il décrit comment il choisit ses victimes, comment il les observe pendant des semaines, les prépare et utilise la pièce même où elles se trouvent. Pour lui, c'était un rituel, une sorte de jeu dans lequel il restait toujours gagnant. Il était sûr que son pouvoir et ses relations lui permettraient de continuer indéfiniment. Mark comprit qu'il devait à tout prix sortir d'ici, mais les menottes ne lui laissent aucune chance de résister. Son regard s'arrêta sur le carnet, et c'est alors qu'une idée lui vint à l'esprit. S'il pouvait s'en emparer et le remettre aux autorités, ce serait la preuve de tous les crimes d'Harold. Mais pour cela, il avait besoin de temps. Harold s'est approché, a pris le couteau sur la table et a passé la lame sur ses doigts pour en démontrer le tranchant. Il dit à Mark qu'il a le choix. Il peut rejoindre la collection ou faire partie de quelque chose de plus grand, le gardien de ses secrets. Harold propose à Mark un marché, le silence en échange de sa vie. Mais Mark sait que ce n'est qu'un moyen de prolonger son tourment. À ce moment-là, un bruit se fait entendre à l'extérieur. Quelqu'un ou quelque chose se trouvait dans les bois. Harold détourna le regard un instant, ce qui donna une chance à Mark. Il se précipita sur la table, la renversant avec ses outils, et un grand bruit résonna dans la pièce. C'était un geste désespéré, mais il lui permit de gagner quelques précieuses secondes. Harold réagit instantanément et frappa Mark pour le faire tomber à terre. Mark s'effondra sur le sol et ses yeux devinrent noirs. La dernière chose qu'il entendit avant de perdre connaissance fut le grincement d'une porte qui s'ouvrait et la voix rauque du shérif qui criait quelque chose dans l'obscurité. Lorsque Mark rouvrit les yeux, il était allongé sur le sol froid. L'obscurité régnait toujours, mais elle était maintenant percée par les bruits d'armes de la forêt, le bruissement du vent, le ululement d'un hibou et le craquement de branches sèches quelque part à proximité. Il avait les mains libres, mais ses poignets lui faisaient de mal à cause des marques restantes des menottes. Il réalisa qu'Harold l'avait traîné hors de la maison
mais qu'il l'avait laissé dans les bois sans l'achever. Il essaya de se souvenir des derniers instants avant de perdre connaissance. Le grincement de la porte, la voix rauque d'Harold. Mais que s'était-il passé alors? Pourquoi était-il encore en vie? Ces questions tournaient dans sa tête, tandis qu'il essayait de se mettre debout. Mark regarde autour de lui. La nuit était sombre, et la seule source de lumière était la lune qui brillait à travers l'épais feuillage. Au loin, on pouvait apercevoir les lumières de la maison d'Harold. Malgré sa peur, Mark décida qu'il devait y retourner. Le carnet qui contient les preuves de tous les crimes du shérif est toujours dans la pièce. Sans lui, personne ne croirait à son histoire. Chaque pas qu'il fait est difficile. Les bois sont épais, les branches s'accrochent à ses vêtements, et les feuilles sèches crissent sous ses pieds. Parfois, il croyait entendre des pas derrière lui, mais lorsqu'il regardait autour de lui, il ne voyait rien d'autre que le vide. Ce sentiment ne le quittait jamais, faisant battre son cœur plus vite. Enfin, il atteignit le bord de la clairière où se trouvait la maison malheureuse. Les lumières à l'intérieur n'étaient plus allumées, mais Mark savait qu'Harold était toujours dans les parages. Il s'approche lentement, en essayant de ne pas faire de bruit. La porte était entr'ouverte, et il régnait à l'intérieur le même silence inquiétant que dans les bois. Il s'avança à l'intérieur, en essayant de rester près des murs. La pièce où il était enfermé avait l'air d'avoir été le théâtre d'une bagarre récente. Le bureau était renversé, des outils étaient éparpillés sur le sol et un carnet de notes reposait encore au centre. Mark se précipita vers lui, l'attrapa et le cacha derrière son tendon. Mais au moment de partir, il sentit que quelqu'un se tenait derrière lui. Il se figea, incapable de bouger. Un souffle léger lui effleura le cou. Puis il entendit la voix familière d'Harold. Harold n'était pas seul. Plusieurs silhouettes se profilaient dans l'obscurité derrière lui. C'étaient des hommes, mais leurs visages semblaient hagards et leurs mouvements mécaniques. Mark comprit qu'il s'agissait de ceux que l'on croyait disparus. Ils n'étaient pas morts, mais leur vie était pire que la mort. Harold avait transformé ses victimes en marionnettes, soumettant leur volonté par la menace, la violence et des produits chimiques inconnus. Mark se rend compte qu'il est pris au piège. Il était encerclé. Harold s'est rapproché et, dans la faible lumière de la lune, son visage a pris des traits presque démoniaques. Il dit que Mark a fait le mauvais choix en essayant d'en savoir trop. Maintenant, il allait faire partie de sa volontaire famille. Avant que Mark ne puisse réagir, il est saisi. Les bras de ces hommes étaient incroyablement forts, malgré leur apparence hagarde. On le traîne à nouveau jusqu'à la table, où se trouvent les nouveaux outils. Mais une seule pensée traverse l'esprit de Mark. Il a le carnet sur lui. Même s'il ne survivait pas, il serait la clé pour démasquer Harold. Mark se débat pour se libérer, mais l'emprise est trop forte. Les hommes qui le tenaient ressemblaient à des cadavres réanimés. Leurs visages étaient vides, leurs yeux ternes, et leurs mouvements mécaniques, comme si leur volonté avait été complètement brisée. Harold observait leur lutte avec un sourire satisfait, comme un metteur en scène assistant au dernier acte de sa pièce. Mark réalise que ces hommes sont les victimes mêmes que l'on croyait disparues. Ils étaient maintenant piégés dans ce cauchemar, complètement soumis à la volonté d'Harold. Il se servait d'eux comme d'outils pour réaliser ses fantasmes les plus tordus. Pour la première fois, Mark ne ressentit pas seulement de la peur, mais une véritable terreur, une peur non pas pour sa vie, mais pour le fait qu'il pourrait devenir l'un d'entre eux. Il est allongé sur une table métallique, dont la froideur le glace jusqu'aux os. Des cordes se resserrent autour de ses bras et de ses jambes, et le visage d'Harold plane au-dessus de lui. Le shérif parlait calmement, mais ses mots étaient comme du poison. Il expliqua que chaque homme a un but, certains pour gouverner, d'autres pour obéir, et lui, en tant qu'homme d'autorité, ne fait que maintenir cet ordre.
Sur les murs de la pièce, il y avait des dessins, des coupures de journaux et de vieilles photos. Mark remarque les visages des autres victimes. Une jeune fille au regard effrayé, un homme d'âge mûr dont le corps est couvert de cicatrices et un adolescent dont les yeux reflètent une peur sans bornes. Il ne s'agit pas seulement d'images, mais d'avertissements. Harold aimait laisser des traces de son art et était fier de chacune d'entre elles. Soudain, alors qu'Harold se prépare pour sa cérémonie, quelque chose change dans la pièce. L'un de ses serviteurs se mit à bouger étrangement, comme si son corps n'obéissait plus à la mécanique habituelle. Ses yeux, ternes et vides, s'emplissent d'une étincelle de vie. C'était une femme. Mark l'a reconnue sur l'une des vieilles photos accrochées au mur. Elle avait été l'une des premières victimes, disparue depuis plus de 5 ans. La femme se libéra brusquement des chaînes de ses mouvements et attaqua Harold. Les autres, comme s'ils se réveillaient d'un long cauchemar, commencèrent à se comporter de la même manière. La panique s'installe dans la salle. Les personnes qu'Harold considérait comme ses marionnettes dirigeaient à présent toute la terreur et la haine qu'elles avaient accumulée vers leur bourreau. Mark profite de ce chaos pour desserrer les cordes. Il savait que le temps était compté. Harold hurlait, maudissait tous ceux qui l'entouraient, essayait de se défendre, mais même sa force ne suffisait pas à contenir cette vague de rébellion. Lorsque Mark s'est libéré, il a saisi l'objet lourd le plus proche, un crochet métallique, et l'a abattu sur la serrure de la porte. Une fois sorti de la maison, il courut comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Ses poumons brûlaient, mais il savait qu'il avait le carnet sur lui et que c'était sa seule chance d'arrêter Harold. Derrière lui, on entendait des cris, des bruits de lutte et une sorte de hurlement inhumain, mais Mark ne s'est pas retourné. Mark arrive au poste de patrouille le plus proche, ensanglanté et essoufflé. Il avait un carnet dans les mains, la clé de tout. Il se mit à crier, réclamant le chef de poste. Les policiers, voyant son état, ne savaient d'abord pas comment réagir, mais l'un d'entre eux reconnaît Mark et l'aide. Lorsque le chef de poste a ouvert le carnet et commencé à lire, son visage est devenu gris cendré. Les preuves présentées dans les notes étaient si flagrantes et si horribles que même lui, un homme qui avait travaillé avec des criminels pendant de nombreuses années, n'a pas pu cacher son choc. Le carnet contenait des détails sur les meurtres, manipulations et autres crimes d'Harold, y compris les noms de ses complices qu'il avait enrôlés pour couvrir ses actes. La décision s'est prise de se rendre immédiatement au domicile d'Harold, mais à l'arrivée de la police, c'est déjà le chaos. La maison semble déserte, mais les signes de lutte sont omniprésents. Le sol est couvert de sang, les meubles ont été brisés et les corps de plusieurs anciennes victimes gisent immobiles. Harold n'en fait pas partie. L'enquête a duré des semaines. La maison s'avère remplie de preuves, outils de torture, vidéos, parties du corps de ceux qui l'ont utilisé. La ville est ébranlée, mais Harold lui-même n'a jamais été retrouvé. Plusieurs mois après les événements survenus dans la maison d'Harold Blake, Ricefield est toujours en état de choc. La maison du shérif, scellée comme une scène de crime, est un rappel sinistre des cauchemars qui se cachent sous son sourire bon enfant. Les gens ne parlent plus d'Harold à voix haute, mais les murmures de ses atrocités se glissent encore au détour d'une rue ou d'une maison. Tous savaient donc que le monstre qu'ils avaient autrefois appelé leur protecteur avait marqué cette ville à jamais. Cependant, la peur s'installe dans les cœurs, et pas seulement à cause de ce qu'ils ont appris. Le pire, c'est qu'Harold avait disparu. Malgré les efforts considérables de la police et du FBI, le shérif n'avait jamais été retrouvé. Il semblait s'être évanoui dans la nuit, ne laissant derrière lui que du sang et des vies brisées. Le carnet trouvé par Mark a permis d'élucider des dizaines d'autres affaires dont personne ne s'était jamais rendu compte.
Certaines des victimes qui y figurent ne sont pas celles de Ricefield. Il s'agit de gens des villes voisines, de voyageurs et de personnes portées disparues à des kilomètres de là. L'ampleur des crimes commis par Harold est stupéfiante. Il ne se contentait pas d'utiliser son pouvoir, il en faisait un culte, un art pervers de la souffrance et de la soumission. La maison ne contenait pas que des carnets et des outils. Dans l'une des pièces secrètes, cachée derrière une énorme porte métallique, la police a découvert une cuve contenant un liquide sombre et visqueux. Des rios, des restes de corps flottaient à l'intérieur et les murs étaient couverts d'étranges symboles griffés à l'aide d'un objet pointu. Personne ne pouvait comprendre pourquoi cela avait été fait, mais tout indiquait qu'Harold avait utilisé ses victimes pour une sorte de rituel tordu. Selon les experts, certains corps portaient des marques indiquant des expériences qui dépassaient le sens commun. Les beaux témoins qui ont survécu sont devenus des ombres d'eux-mêmes. Leur psychisme a été brisé. Ils ont raconté comment Harold les a non seulement torturés physiquement, mais a également brisé leur esprit, les convainquant qu'ils lui appartenaient, que leur volonté n'existait plus. Certains d'entre eux, même après leur libération, ont continué à répéter des phrases étranges, comme des mantras mémorisés, parlant de soumission et de but inévitable. Mark Elliott était considéré comme un héros, mais il ne se sentait pas comme tel. Il fait des cauchemars récurrents sur cette nuit dans les bois, les mains froides de ses anciennes victimes, la voix d'Harold chuchotant derrière lui. Il a quitté la police et s'est installé dans un autre état, mais même là, il se sentait observé. Parfois, il entendait des pas derrière la fenêtre, ou voyait une silhouette dans la pénombre, qui disparaissait dès qu'il essayait de s'approcher. Ricefield ne s'est jamais remis de ces événements. La maison d'Harold fut démolie un an plus tard, mais les gens continuèrent à dire que des bruits étranges, des cris ou des chuchotements pouvaient encore être entendus la nuit. Certains affirment avoir vu la silhouette d'un homme debout au bord de la clairière, les yeux brûlants dans l'obscurité. Le pire, c'est que les crimes d'Harold se poursuivent. Des personnes ont commencé à disparaître dans les villes voisines. Le style était trop similaire à ce qu'il faisait pour qu'il s'agisse d'une coïncidence. Chaque fois qu'un nouveau corps mutilé était retrouvé, les gens se posaient dans la même question. Était-ce Harold ? Il avait disparu dans l'ombre, tel un monstre de légende, et personne ne savait plus où il allait apparaître. Son nom était devenu un symbole de peur. Les histoires de lui se racontaient à voix basse à Ricefield, effrayant les enfants comme les adultes. Mais tout le monde savait une chose. Il était là. Et un jour, à l'heure la plus sombre de la nuit, il pourrait revenir.